Bonsoir Madame, Monsieur. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Ahmadou Yahya rassure. Le message d'espoir et de sérénité politique adressé par le gouvernement au peuple algérien en cette conjoncture économique difficile est un message réaliste. Ahmadou Yahya, rappelez-vous, réunissait hier les leaders des partis représentant la majorité parlementaire pour le soutien du programme du président de la République. Dans ce journal également, on parlera de cette écoute ainsi que l'accompagnement et l'identification des besoins de jeunes qui constituent l'une des priorités du gouvernement Yahya dans son plan d'action qui sera présenté dimanche. On fera le plan sur ce chapitre en particulier. La commune d'Al Mouradia se dote de nouvelles structures sportives, un acquis considérable qui permet à certaines disciplines sportives de réémerger après de longues années d'oubli. Et puis projection hier à la salle Ibn Khaldoun à Alger du documentaire Au cœur de la guerre de la libération d'Algérie. C'est un film qui retrace l'histoire de la mission du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, durant la guerre d'indépendance, à suivre tout à l'heure. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière pour Salat al-Maghrib pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah Salat al-Jami'a. Bienvenue à tous dans cette édition. On revient d'abord sur cette réunion du Premier ministre Ahmadou Yahya avec les chefs des partis de la majorité parlementaire qui soutient le programme du président de la République. On en parlait déjà hier de cette réunion au cours de laquelle le plan d'action du gouvernement qui sera exposé devant les députés de l'Assemblée populaire dimanche prochain a été abordé. La réunion s'est déroulée au palais du gouvernement en présence des responsables des partis du Front de Libération Nationale, le FLN, du Rassemblement National Démocratique, le RND, Tajamou' Amal Jazair Taj et du Mouvement Populaire Algérien, MPA, ainsi que des présidents des groupes parlementaires issus de ces 4 partis politiques. Pour le Premier ministre, cette réunion a été pour le gouvernement l'occasion de coordonner la base politique et expliquer les orientations du plan d'action visant à mettre en œuvre le programme du président de la République. On écoute la déclaration d'Ahmadou Yahya. اللقاء مثل ما تفضلتي كان مع الأحزاب الأربعة اللي تشكل
La rencontre s'est déroulée avec les 4 partis qui constituent la majorité, qui a appuyé son Excellence le Président de la République durant la campagne présidentielle et qui ont soutenu le programme du Président. Il s'agit d'une rencontre ordinaire puisque le gouvernement est en faveur de la mise en œuvre du programme du Président de la République et les élus au Parlement sont là pour expliquer et présenter ce programme. J'ai lu certaines remarques de quelques partis d'opposition qui sont tout à fait acceptables sur le fait qu'ils n'ont pas été conviés à cette rencontre et le siège du gouvernement appartient à tous les Algériens et tout parti qui veut nous rencontrer n'a qu'à exprimer ce souhait et il sera le bienvenu. Il est tout à fait naturel dans un système démocratique que le gouvernement se réunisse avec ses alliés et ceux qui soutiennent le programme du Président de la République avant de s'engager dans un débat où la présence de l'opposition est nécessaire. Le siège du Premier ministre relève de l'État algérien et que tout parti désirant s'y réunir est le bienvenu, s'il en exprime l'intention. Et c'est la raison de la rencontre. Et ce serait bien de perpétuer cette habitude à chaque grand rendez-vous comme celui de la loi des finances qui arrive bientôt dans quelques semaines. Le gouvernement exposera dimanche prochain devant tous les partis son plan d'action et répondra à toutes les questions. Donc l'opposition n'a été ni exclue ni écartée. Lorsque le gouvernement veut consulter les partis politiques, il adresse une invitation à l'ensemble, y compris à ceux qui la déclinent. Cette rencontre est une coordination de notre base politique et nous dialoguerons avec tous et nous rencontrerons ceux qui le désireront. Nous écouterons toute critique et je répondrai aux questionnements des uns et des autres avec respect. Le Premier ministre a également adressé un message aux Algériens. Ahmadou Yahya affirme que le message d'espoir et de sérénité politique adressé par le gouvernement au peuple algérien en cette conjoncture économique difficile est un message réaliste. Écoutez encore Ahmadou Yahya. J'adresse aux Algériens un message d'espoir et de sérénité politique reposant sur des bases réalistes que nous aurons l'occasion d'expliquer ultérieurement. L'Algérie jouit aujourd'hui d'une liberté d'expression rare et évolue en tant que pays en développement avec ses difficultés et ses succès, sous la conduite du président Abdelaziz Bouteflika. La politique éclairée tracée par le chef de l'État a permis de trouver une sortie à l'impasse financière qu'a connue le pays et partant poursuivre le processus de développement et préserver la politique sociale, la justice sociale et la solidarité nationale. L'Algérie, notre pays, a opté depuis plus de 20 ans pour le pluralisme politique et dispose aujourd'hui d'institutions élues représentatives et c'est l'un des rares pays dans le monde dont le Parlement est composé de 35 partis politiques. Cette diversité est une richesse pour l'Algérie. Le débat politique sur la conjoncture économique difficile que traverse le pays et les tentatives d'exacerbation du climat politique s'explique par l'approche des échéances électorales et certains saisissent l'occasion pour leur pré-campagne électorale. Le plan d'action du gouvernement, qui sera exposé dimanche prochain devant les députés de l'Assemblée populaire nationale, est très riche et permet de parachever la mise en œuvre du programme du président Bouteflika, plébiscité par le peuple en 2014, et des étapes ont été franchies sur la voie de sa concrétisation durant les 3 dernières années à travers le nouveau modèle de croissance approuvé en Conseil de ministres en 2016. La politique de rétablissement des équilibres financiers interne et l'orientation donnée en juin dernier par le président de la République pour promouvoir le financement non conventionnel, objet d'un projet de loi qui sera soumis à l'APN. Les leaders des partis politiques représentant la majorité parlementaire ont également fait des déclarations suite à cette réunion. Je vous invite à les écouter. C'était une rencontre de consultation pour débattre de la situation qui prévaut dans le pays et du plan d'action du gouvernement que va présenter M. Ahmadou Yahya au Parlement. Bien sûr, le FLN a posé ses questions et ses préoccupations. Et comme je l'ai dit auparavant, le point commun entre nous et les autres, c'est le programme du président de la République et M. le président de la République lui-même, puisque le plan d'action présenté par M. Ahmadou Yahya est tiré du programme du président de la République et il a tout notre appui. Je suis revenu sur les acquis sociaux, principale préoccupation de la direction de notre parti, sur lesquelles est revenu le président de la République lors du dernier Conseil des ministres.
Des acquis inébranlables. Nous avons aussi parlé de l'amendement de la loi sur la monnaie et le crédit. Nous l'avons dit clairement et le Premier ministre était très clair sur le fait que cette nouvelle production de monnaie sera exclusivement destinée à l'investissement et dans les projets des communes et des wilayas et non à l'importation. Et nous refusons la dette extérieure. Ensemble, notre réunion consultative était très instructive. Nous sommes ouverts, nous devons transcender les clivages politiques. Nous sommes en face de défis. Nous devons être solidaires pour l'intérêt suprême du pays. Vous êtes sans ignorer que la crise financière n'est pas exclusive à l'Algérie. Elle touche tous les pays à travers le monde. Nous avons abordé lors de la rencontre l'importance et la difficulté de la conjoncture, mais surtout les voies et moyens de multiplier les efforts pour trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons sur les plans sécuritaires, politiques, économiques et sociaux. Dans ce sens, il a été proposé un plan d'action par le gouvernement et un amendement de loi sur la monnaie et le crédit. Après ça, nous avons eu un débat responsable, riche et très sérieux, où nous avons pu donner notre point de vue sur la possibilité d'enrichir ce plan d'action du gouvernement. Notre débat était empreint d'objectivité et d'esprit de solidarité dans le cadre de la coalition présidentielle. La rencontre s'est articulée autour de deux principaux dossiers, en l'occurrence le plan d'action du gouvernement tiré du programme du président de la République, comme l'a affirmé le Premier ministre, et l'amendement de la loi sur la monnaie et le crédit que le gouvernement s'apprête à présenter au Parlement. Monsieur le Premier ministre a donc commencé par présenter un exposé exhaustif sur la situation financière et économique de l'Algérie et après un long débat entre les différents partis politiques, nous avons réitéré notre disposition à défendre le programme du gouvernement devant le Parlement et en dehors du Parlement. Nous avons aussi réaffirmé notre entier appui au président de la République. Nous nous sommes mis d'accord en dernier d'organiser des réunions périodiques entre ces quatre partis politiques à chaque fois que la situation politique l'impose et à chaque fois que le Premier ministre le décide. Ce genre de rencontre est primordial car les partis politiques qui soutiennent le président de la République doivent se réunir, se consulter et rester solidaires entre eux pour défendre le programme du gouvernement. Et puis de leur côté, l'Union générale des travailleurs algériens et les organisations patronales plus que jamais unies autour de la concrétisation du programme du président de la République. La centrale syndicale s'associe pleinement avec les organisations patronales signataires du pacte économique afin d'accompagner le gouvernement dans ses prochaines démarches. Ce sont les mots de Abdelmajid Sidi Saïd prononcés ce matin à l'occasion d'une réunion de l'UGTA avec 8 organisations patronales, une réunion sanctionnée par un communiqué commun. Je vous invite à écouter d'ailleurs la déclaration du secrétaire général de l'UGTA. Conscient de la portée des hautes instructions du président de la République, les signataires du pacte national réitèrent leur plein engagement à ne ménager aucun effort afin de contribuer à amplifier l'épanouissement social et accentuer le développement économique. Le développement et la sécurité économique nationale sont actuellement plus que par le passé notre préoccupation majeure, tant seule l'intensification de la croissance, la promotion des investissements, le développement agricole et rural, la promotion de la production nationale, la performance de l'entreprise et la justice sociale sont à même de contribuer de façon décisive à la confortation de la sécurité et la stabilité nationale. Dans ce contexte, les signataires s'engagent à faire preuve de solidarité dans leur démarche et à coordonner leurs actions avec le gouvernement pour garantir l'avancement des réformes, facteur décisif de la promotion économique et sociale, et déclarent leur détermination à continuer le dialogue et la concertation instaurés par M. le Président. À ce titre, les signataires du pacte national expriment leur estime incommensurable, leur attachement indéfectible et leur fidélité totale à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République. Notre déclaration tombe à point pour répondre à ces voix qui véhiculent que la négation. C'est une manière de dire que les véritables acteurs sur le terrain, les organisations patronales, l'organisation syndicale, apportent
leur solidarité et leur soutien au président de la République. C'est une réalité et nous le faisons avec beaucoup de franchise et surtout avec beaucoup de conviction. Nous ne pouvons nous en sortir. Revenons à présent sur le plan d'action du gouvernement qui consacre l'écoute et l'accompagnement ainsi que l'identification des besoins des jeunes qui constitue l'une des priorités d'ailleurs du gouvernement Ouyahia. La constitutionnalisation du Conseil supérieur de la jeunesse est un acquis qui permettra d'ailleurs de répondre aux attentes et aux besoins de cette génération. La culture, un autre secteur auquel le gouvernement prête un intérêt particulier dans son plan d'action qui sera présenté dimanche. Amal Esseliteba. La promotion de la jeunesse, un objectif majeur du gouvernement qui veillera à promouvoir une démarche fondée sur la mobilisation des énergies de cette catégorie de la population et sa contribution au processus de développement national dans tous les domaines. Le gouvernement œuvrera à réunir l'ensemble des conditions requises pour la libération des énergies des jeunes et leur émancipation à travers les politiques liées à l'éducation, à la formation et à l'emploi, à son implication dans le mouvement associatif, à la culture et la pratique sportive. La prochaine mise en place du Conseil supérieur de la jeunesse permettra aux représentants de cette catégorie de promouvoir des approches nouvelles pour associer la jeunesse à la construction du pays et pour répondre aux attentes et besoins de cette génération, dont notamment la pratique sportive et l'amélioration de l'offre en infrastructures de base. Le gouvernement algérien n'a ménagé aucun effort pour promouvoir le sport. En témoignent les réalisations accumulées depuis l'an 2000 avec notamment 44 stades omnisports, 320 salles, 115 piscines et 605 complexes de proximité, portant ainsi leur total à 648 infrastructures. L'État est décidé à poursuivre ses efforts de réalisation de grandes infrastructures sportives pour garantir la réussite des événements prévus en Algérie à court et à moyen terme, à savoir les Jeux africains de la jeunesse 2018 et les Jeux méditerranéens de 2021 prévus à Oran. Un accent particulier est accordé également à la promotion du secteur de la culture qui a connu ces dernières années un saut qualitatif en matière d'infrastructures, dont l'une des plus importantes réalisations, l'Opéra d'Alger. Le gouvernement vise également à promouvoir l'activité culturelle à travers notamment la préservation de l'héritage culturel national et la promotion de la culture algérienne à l'échelle mondiale. Revenons sur le sport pour parler d'un exemple concret. Les collectivités locales s'investissent dans la promotion des structures sportives, avec un exemple ce soir dans la commune d'El Mouradia à Alger, qui en quelques années a vu l'émergence de 3 nouvelles structures, des salles omnisports, destinées à redorer d'abord le blason de certaines disciplines sportives délaissées depuis quelques années déjà. Mokhtar Hamali. Le stade mythique Lamrani, transformé en salle omnisport, un rêve qui devient réalité pour les 23 000 habitants de la commune d'El Mouradia, dont l'atout jeunesse est fortement représenté. Plus de 65% de jeunes attendaient cet acquis infrastructurel. Elle est splendide, elle est très belle, elle est adéquate au quartier. Le quartier, il renferme beaucoup de jeunes. Les générations جايين يلقاو صالة يطينوا فيها يلعبوا فيها يرسفوا فيها وما يلقش الغاشي اللي برا الدوران باطل منا ومنا يجوا هنا يديروا سبور. حاجة مليحة لينا وللدراري الصغار الحمد لله يا ربي. هذه بلاصة هذه كما يقولوا كانت بكري خزان تاع الفريق الوطني كرة السلة والاخر وراحت صح هملوها شوية المسؤولين الأولين والآخرين. دونك إن شاء الله مع هذوما إن شاء الله ربي يوفق تعاود تولي إن شاء الله. Vêtue de vert et de noir, la salle Lamrani servira de structure d'accueil pour l'un des plus anciens clubs algériens, le Rama, créé par le shahid Didouche Mourad. On est là, c'est pour l'éternité, on fait tout. Vous voyez d'ailleurs les couleurs du stade, c'est le vert et le noir. C'est Didouche est présent dans tous les cœurs des enfants d'El Mouradia. C'est un projet qui date depuis une quarantaine d'années. Parce qu'il y a un problème d'accessibilité. Il se trouve dans le cœur de la redoute. Vous savez, c'est des ruelles de 4-5 mètres. Nous avons changé tout le plan de circulation de commune. Nous avons démonté les trottoirs, les poteaux pour qu'il y ait une accessibilité pour le gros tonnage. Alhamdoulilah, le projet a été réalisé. Pas loin de là, une autre structure de 3 étages construite dans des conditions extrêmement difficiles et qui sera consacrée au sport de combat. Avec les infrastructures, on va revenir avec la salle تاعنا هذه تاع ربيحة والأمراني. Je parle du club. والصالة تاعنا تاع الجودو, on va revenir parce qu'on est champion arabe,
on a des champions d'Afrique, on a des champions arabes, filles et garçons. Donc on a un 600-700. Avec le retour de la salle, on peut prendre plus de monde. Et on n'est pas au bout de nos surprises, puisqu'une autre belle salle omnisport égayera très prochainement le paysage sportif de la commune. 3 salles de sport avec une enveloppe financière fièrement affichée par les responsables du secteur. Nous avons la salle Rama. Le coût il y a 6 milliards. Nous avons une autre salle, la salle Amrani, qui porte le nom du martyr Amrani. Le coût il y a 8 milliards. وعندنا هاد لا salle اللي فيها actuellement في la salle Abdelkader Sellal. Le coût il y a 22 milliards. Donc le coût total il y a 36 milliards de centimes. Et comment ne pas résister à l'envie d'augmenter le nombre de pratiquants une fois les structures prêtes à les accueillir? Nous avons entre 9 000 et 11 000 enfants scolarisés et le taux de participation à une activité sportive depuis de très longues années n'a jamais dépassé les 10%. Donc aujourd'hui, nous sommes rassurés, nous sommes convaincus et nous attendons avec impatience le retour au bercail. Ainsi, après l'ouverture de ces 3 salles, le sport connaîtra certainement un nouvel essor dans la commune d'El Mouradia. On reste dans les investissements pour parler d'un autre chapitre dans la wilaya de Batna. Cette wilaya qui connaît une dynamique dans l'investissement industriel avec pas moins de 8 zones d'activité qui ont été aménagées et aussi l'émergence de plusieurs entreprises, dont une spécialisée dans le montage automobile de la marque Kia Motors. Nawal Abada. Une grande dynamique marque l'activité industrielle à Batna et ce dans divers domaines. En résulte la création des richesses et des postes d'emploi. Nous comptons à Batna 8 zones d'activité, 4 zones industrielles et un parc industriel sur une superficie totale de 975 hectares. Batna a également vu l'entrée en activité de plusieurs unités de production, ce qui a engendré la création de plus de 1550 postes d'emploi directs et permanents. Des projets innovants. Donc tout ce qui est dalle de sol et carreaux murales, avec une capacité humaine en ressources humaines, je dirais, atteignant les 280, les 260 employés. Dans cette usine de Kia, il y aura la production de véhicules de tourisme et utilitaires. Nous avons lancé le projet le 20 juin dernier. L'entrée en production est prévue pour le début de 2018. En ce qui concerne la création d'emplois, nous démarrerons avec 500 postes pour atteindre rapidement les 1500 postes d'emploi avec la création tout autour d'un tissu de sous-traitants qui sera entre 1000 et 2000. L'industrie, un secteur sur lequel misent les autorités locales afin de booster le développement de la wilaya. Je lance un appel aux opérateurs économiques pour investir davantage dans la wilaya de Batna. Nous avons à cet effet aménagé toutes ces zones industrielles et ces zones d'activité. Nous avons aussi mis à leur disposition l'administration pour les accompagner et faciliter leurs démarches afin de maintenir ces investissements au niveau de la wilaya. Accompagner l'investisseur dans toutes ces démarches est le défi majeur qui sera Batna au rang des grandes villes industrielles. La haute instance indépendante de surveillance des élections a mis l'accent ce mercredi sur l'importance de la mise à jour de la législation régissant le processus électoral parallèlement à la formation des partenaires dans ce domaine. En vue de pallier les lacunes relevées lors des dernières législatives, une journée de formation a été organisée à cette occasion. Puis l'opération de révision des listes électorales se poursuit à travers le pays. L'exemple ce soir à Skikda avec Soumeya Sarouali. Comme toutes les autres wilayas du pays, Skikda se prépare, et ce depuis 2 mois déjà, pour les prochaines élections communales. Les services d'état civil des différentes communes de la wilaya redoublent d'efforts pour être au service des citoyens. Ici, au centre administratif chargé des élections de la commune de Skikda, de nombreux électeurs affluent avant la fin de l'opération de révision des listes électorales pour s'inscrire ou se radier des listes afin d'exercer leur droit électoral. Je suis là dans le but de refaire la carte d'électeur de mon épouse. Elle a été radiée de la liste d'une autre commune pour lui permettre de s'inscrire ici même au niveau de la commune de Skikda. J'ai aussi ma fille qui va avoir ses 18 ans au mois d'octobre prochain pour l'inscrire et j'attends qu'on me remette
leur carte d'électeur. Je suis venue m'inscrire sur la liste pour obtenir et pour la première fois ma carte d'électeur. C'est la première fois que je m'inscris pour assurer mon devoir national. L'opération se déroule dans de bonnes conditions grâce aux procédures administratives qui permettent de faciliter l'opération d'inscription ou de radiation des listes électorales. Comme vous pouvez le voir, les citoyens y affluent en force sur les guichets. Et nous sommes là à leur écoute. La commune de Skikda a par là même réservé un bureau consacré à la légalisation des signatures des candidats aux élections. On s'assure d'abord de la présence physique du candidat. Ensuite, nous vérifions la validité de ses documents, dont sa carte d'identité nationale. Et il doit également apposer son empreinte en notre présence. Rappelons que le corps électoral de la commune de Skikda a atteint le nombre de 138 000 inscrits après l'opération de révision des listes électorales. Ils vont élire 33 membres à l'Assemblée communale. Le directeur général de la Sûreté nationale et président d'Afripol, le général-major Abdelghani Hamel, a été décoré de la médaille de la police ougandaise première classe par le vice-président de la République ougandaise, Edouard Sekandi. C'était en marge de la première journée de la 19e réunion de l'organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est qui se tient, pour rappel, à Kampala, en Ouganda bien sûr. Après avoir dédié cette distinction au président de la République Abdelaziz Bouteflika, le général-major Abdelghani Hamel a adressé ses remerciements aux autorités ougandaises et au président de l'EAPCO. Abdelghani Hamel a affirmé que cette haute distinction est une reconnaissance à l'appui indéfectible apporté par le président de la République Abdelaziz Bouteflika à l'Afripol, ainsi qu'à sa vision et à son engagement personnel en faveur de soutien et de rétablissement de la paix et de la sécurité dans le continent africain. Déclaration donc de Abdelghani Hamel aujourd'hui à Kampala. Dans l'actualité aussi, un total de 16 casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites hier, mardi, à Tipaza et Boumerdès par des détachements de l'armée nationale populaire, qui ont également détruit 4 bombes de confection artisanale, des outils de détonation et des moyens de liaison. D'autre part, on apprend aussi qu'un détachement de l'AMP a saisi à Tamanrasset un pistolet mitrailleur, une Kalachnikov, ainsi qu'une quantité de munitions, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Oran et à Tlemcen 6 narcotrafiquants et saisi 119,5 kg de kif traité et 750 comprimés psychotropes. La formation professionnelle, on en parle également ce soir, avec ces nouvelles spécialités introduites cette année en industrie, BTP, agriculture et encore le tourisme. Ce sont des spécialités prioritaires pour le développement de l'économie nationale. Samia Bouaroura. Le modèle économique exige aujourd'hui la diversification et l'amélioration des offres de formation professionnelle, mais aussi le développement de partenariats avec les entreprises économiques. Cette année, l'offre de formation est très proche des besoins en qualification des différentes activités au niveau local. Cette offre-là, justement, nous a permis de proposer des formations diplômantes, mais aussi des formations qualifiantes. Près de 25% des formations sont qualifiantes, donc ça permet aux jeunes d'aller rapidement sur le monde et le marché du travail. Plus de 380 spécialités sont proposées par le secteur pour répondre aux exigences du marché du travail, notamment dans le BTP, tourisme, agriculture, industrie et autres. Et nous avons pour la première fois, pour septembre, prévu de nouvelles spécialités qu'on a intégrées toujours dans le cadre du partenariat avec le secteur économique, dans le numérique et la téléphonie, notamment au centre de formation d'excellence de Bousmaïl. C'est le TS, un TS développeur d'applications multiplateformes. Il y a le TS aussi administrateur des data centers. Il y a aussi le TS de cloud computing et virtualité. Donc tout ça, si vous voulez, c'est dans le numérique, c'est des nouvelles spécialités. L'adéquation formation-emploi sera assurée et développée aussi grâce aux centres d'excellence qui ont été créés. Et nous travaillons à former des jeunes selon les exigences et les standards internationaux, de manière à ce que le jeune qui sort de cet institut ou de cet établissement, il soit qualifié de la même manière que celui qui est qualifié en Europe, aux États-Unis ou dans les systèmes performants.
Selon l'ANEM, 83% des diplômés de la formation et de l'enseignement professionnel sont insérés dans le monde du travail pour le premier semestre de l'année 2017 seulement, ce qui devrait encourager les jeunes à s'y intégrer. Les inscriptions s'étaleront jusqu'au 16 septembre. La rentrée est prévue pour le 24. À Tbessa, un tout nouveau institut dédié à la formation professionnelle est en voie d'achèvement. Il offre 300 places pédagogiques pour des métiers essentiellement orientés vers le bâtiment et les travaux publics. Abdelhalim Aïch. L'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle situé à Tbessa est une structure où sont formés les techniciens de 5e palier ou techniciens supérieurs dans les filières spécialisées dans la construction et les travaux publics. La commission wilayale de participation a approuvé le développement des spécialités de cette filière, à savoir l'architecture, le suivi des travaux de construction, les formations de techniciens supérieurs en béton armé et dans de nombreuses spécialités, afin de faire face à la demande importante du marché de l'emploi. Sur une superficie d'environ 2 hectares, cette institution peut abriter 300 places pédagogiques. Ces infrastructures comprennent un bloc administratif, un amphithéâtre de 300 places, un réfectoire, une bibliothèque, des ateliers, 12 salles de classe ainsi qu'une résidence de 60 lits pour les stagiaires. Après la réception de ce projet, le cycle de formation devrait débuter en 2018, après que toutes les formalités administratives soient complétées. Cette institution devra s'ajouter aux 21 autres centres de formation professionnelle de la wilaya afin de répondre à la forte demande en matière de métier du bâtiment. Une information qui vient de nous parvenir, il s'agit d'un communiqué du ministère de la Défense nationale qui nous apprend que dans le cadre de la lutte antiterroriste et la sécurisation des frontières, l'ANP avait exploité des informations, des renseignements efficients qui ont permis à des détachements de l'armée d'arrêter aujourd'hui même, ce 13 septembre, un dangereux terroriste. Il s'agit du criminel qui répond aux initiales Z Abdallah. On apprend également que des détachements de l'armée nationale ont saisi aussi dans le même secteur un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov ainsi que des munitions, 4 motos et 8 équipements de détection de métaux. L'actualité à l'étranger, on continue de parler de cet exode des Rohingyas vers le Bangladesh voisin qui se poursuit donc dans des conditions toujours aussi dramatiques. Fatigués, affamés et assoiffés, ils continuent leur route pour un exil forcé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé aujourd'hui la Birmanie à suspendre des opérations militaires contre cette minorité religieuse birmane. On fait le point avec Abdelmajid Makassi. Voilà à quoi ressemble le quotidien dramatique des Rohingyas, la minorité musulmane de Birmanie. La marmite collective en pleine forêt pour tous dans des conditions d'insalubrité extrême. On se nourrit comme on peut, juste pour ne pas mourir de faim. Chassés ou poussés à l'exil vers le Bangladesh pour fuir une campagne de répression de l'armée birmane et de milices bouddhistes. Les réfugiés arrivent au Bangladesh épuisés, démunis, affamés, après des jours de marche sous la pluie. D'autres arrivent dans des embarcations de fortune, par centaines dans le pays voisin, et au prix de leur vie, en tentant la dangereuse traversée de la rivière Naf, qui sépare la Birmanie du sud-est du Bangladesh, où d'ailleurs une centaine de personnes ont déjà perdu la vie. Plus de 380 000 Rohingyas sont déjà arrivés sur le sol du Bangladesh, et des milliers d'autres seraient toujours sur les routes. C'est une véritable tragédie humaine que connaît la minorité musulmane. Le pays est pointé du doigt. La dirigeante birmane San Suu Kyi a annulé un déplacement à l'Assemblée générale des Nations unies, alors que l'organisation onusienne a récemment affirmé que la minorité Rohingya de Birmanie était victime d'un nettoyage ethnique. Et son Conseil de sécurité réuni aujourd'hui a appelé la Birmanie à suspendre ses opérations militaires contre la minorité Rohingyas. J'appelle les autorités de Birmanie à suspendre les activités militaires et la violence et de faire respecter la loi, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez. L'ex-dissidente et prix Nobel de la paix est sous les feux des critiques de la communauté internationale pour son silence sur le sort de cette minorité musulmane du pays. San Suu Kyi s'adressera la semaine prochaine à la nation au sujet de la crise qui sévit dans l'ouest du pays, a annoncé le gouvernement. Il sera question de réconciliation nationale et de paix dans une allocution télévisée
prévue pour le 19 septembre prochain. Et en attendant, la pénible et longue marche des Rohingyas se poursuit vers l'inconnu. Projection hier à la salle Ibn Khaldoun d'Alger du documentaire Au cœur de la guerre de la libération d'Algérie. C'est un film réalisé par Saïd Olmi qui retrace un peu l'histoire de la mission du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, durant la guerre d'indépendance. Yazid Aït Mahidine. Quelle a été l'action humanitaire du CICR pendant la guerre de libération d'Algérie? C'est ce que raconte ce film. Historique, ce premier documentaire intitulé L'humanitaire au cœur de la guerre de libération, projeté hier à la salle Ibn Khaldoun. Pierre Gaillard, la chouvi ouvrière du CICR, a donné à cette œuvre toute sa dimension humaine et universelle. Pierre Bunion, historien et membre du CICR, restitue les éléments de cette présence du CICR durant la guerre d'indépendance. Ce documentaire est important et il est précieux parce que les producteurs ont recueilli différents témoignages qui permettent d'éclairer cet aspect de l'histoire nationale de votre pays, cet aspect de la guerre, et ils ont recueilli le témoignage de personnes âgées dont malheureusement 2 déjà nous ont quittés depuis que le film a été fait. Ce documentaire, rythmé par le témoignage concis et juste, est rehaussé par un florilège de documents archivés au CICR de Genève. Résultat, vérité historique et tant d'émotions. Ce documentaire reflète les éléments principaux de l'action du CICR, c'est-à-dire les visites de lieux de détention, de camps, de prisons. Je rappelle que le CICR a effectué 490 visites de centres d'internement, prisons, camps militaires ici en Algérie et quasiment 100 à des détenus algériens en France même. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est que finalement, en fait, la guerre de libération en Algérie a été à l'origine d'une grande partie du droit actuel. En fait, qui maintenant rayonne dans le monde, qui permet de quand même protéger de nombreuses victimes de guerre. Je trouve que c'est quand même un film très émouvant. Et M. Gaillard, on voit qu'il était connu par tous. Alors, on pense que c'était un homme qui a été clé dans le bien-être de tous les prisonniers, etc. La guerre de libération nationale, de par son attachement à l'esprit de la Convention de Genève, a permis le développement des autres protocoles relatifs au droit international humanitaire. Et puis les journées cinématographiques de Bjaya sont l'occasion pour beaucoup de réalisateurs de se rencontrer et d'échanger leur expérience dans le 7e art. Amin Nebash en a rencontré quelques-uns dans une terrasse où se retrouvent ces artistes. Hamid Bellamra en fait partie. Il parle de son expérience en France, son pays de résidence, mais surtout de l'Algérie, la terre de ses aïeuls. Voici ce reportage. La place du 1er novembre à Béjaïa est le meilleur endroit pour siroter son thé en profitant de la douceur du climat et de la beauté de la vue. Mais pour les professionnels du cinéma, c'est aussi un endroit de rencontre et d'échange autour de leurs projets. Les soucis, tout ce qu'il peut dire, je peux épouser ses propos. Hamid Bellamra est un réalisateur algérien vivant en France, un passionné de la photo et de la caméra. Pour lui, venir en Algérie, c'est participer au développement culturel de notre pays et transmettre à la jeune génération son expérience et ses connaissances. Le talent, la créativité et l'intelligence sont ici, en Algérie. Il suffit juste d'injecter un peu de moyens pour que ça s'enflamme. Et la lumière ne peut venir que lorsqu'on s'en occupe. C'est un feu qu'il faut entretenir. Il est venu à Béjaïa avec son documentaire intitulé Hizam, une incursion dans le monde des femmes danseuses venues des 4 coins du monde. Hizam, c'est un film d'amour où je m'expose, où je raconte des bouts de vie. Je fais allusion à un autre film précédent. Hizam, c'est mon rapport avec les femmes, tout ce qu'elles m'ont appris. Donc je suis redevable. C'est ça Hizam. Pour Pierre Menahem, un expert en vente internationale, en coproduction, transmettre aux jeunes, c'est une passion. Et venir en Algérie pour encadrer des jeunes talents,
c'est un pur bonheur. Moi j'anime, j'ai fait une journée de formation en quelque sorte sur les métiers de la coproduction internationale et de la diffusion internationale. Donc Amin m'a proposé de venir animer ce qu'il appelle le laboratoire Béjaïa, qui est en deux parties. Il y a la partie film, ils ont sélectionné 4 projets en production. Donc encore une fois, 2 Tunisiens, un Algérien, un Marocain, à qui, donc j'en fais partie du jury, on est 3 dans le jury, à qui on va en choisir un des 4 qui recevra un prix sous forme d'une bourse, sous forme de résidence d'écriture et de l'argent. Les journées cinématographiques de Béjaïa, des rencontres humaines, des découvertes artistiques et une réelle contribution au développement culturel en Algérie. Amir, vous êtes sur place à Béjaïa pour suivre le déroulement de ces 15e journées consacrées aux projections de films et de documentaires. Il faut retenir que les organisateurs ont thématisé les séances de projection. Qu'en est-il pour ce soir? Amir, bonsoir à vous. Bonsoir Zoher, donc voilà la thématique qui a marqué ces journées cinématographiques de Béjaïa cette année, c'est la thématique de l'identité, des retrouvailles, des origines, mais également des rencontres humaines, de l'amour aussi, et cette problématique de différence entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, il faut dire qu'on a changé de registre avec l'entrée exclusive, j'allais dire, des films algériens, avec le documentaire de Hamid Ben Armara, Hizem, qui a eu lieu justement à 17h ici même à la cinémathèque de Béjaïa, qui parle justement de ces femmes danseuses venues de partout, hein, donc, et qui s'expriment à travers la langue de l'art. Et c'est la langue commune qu'elle utilise pour faire valoir leurs droits. Et puis, un magnifique court-métrage d'un jeune Algérien qui s'appelle Emile Kabès. Hein, donc c'est un jeune qui fait de belles choses en ce moment, avec Nouli, qui est une histoire de défi, de challenge d'un jeune homme qui a subi un accident de la circulation et qui veut retrouver la scène musicale, qui veut monter un concert. Ben, écoutez, c'est un hymne à l'espoir, un hymne au courage et à la volonté humaine. Et on va terminer dans quelques instants parce qu'on va assister à la projection de Fais soin de toi de l'Algérien Mohamed Lakhdar Tati, qui nous parle tout simplement d'amour, de plusieurs portraits ici en Algérie, de femmes et d'hommes qui s'expriment à travers ce merveilleux sentiment. Avant de vous quitter Zoher, j'ai juste envie de lancer un appel aux jeunes de venir, ça se passe jusqu'au vendredi, donc il y a d'excellents débats, il y a des initiations, il y a de magnifiques films. Ben, écoutez, le 7e art, c'est aussi l'école de la vie. Quant à nous, on reste présents jusqu'au bout de ces rencontres pour vous donner des informations venues directement de Béjaïa. Merci. Merci à vous Amir, merci. Je rappelle que vous suivez pour nous ces 15e journées cinématographiques de Béjaïa. C'est un événement dédié au 7e art avec ces projections qui se terminent et qui se poursuivent jusqu'à vendredi dernier jour. C'est la fin de ce journal. Un rappel des titres avant de vous quitter. Le Premier ministre Ahmadou Yahya rassure. Le message d'espoir et de sérénité politique adressé par le gouvernement au peuple algérien en cette conjoncture économique difficile est un message réaliste. Ahmadou Yahya réunissait hier les leaders des partis représentant la majorité parlementaire pour le soutien du programme du président de la République. L'écoute, l'accompagnement et l'identification des besoins des jeunes constituent l'une des priorités du gouvernement Yahya dans son plan d'action qui sera présenté dimanche. Nous nous sommes intéressés justement à ce volet dans ce journal. La commune d'El Mouradia se dote de nouvelles structures sportives, un acquis considérable qui permet à certaines disciplines sportives de réémerger après de longues années d'oubli. Et puis, projection hier donc à la salle Ibn Khaldoun à Alger du documentaire Au cœur de la guerre de la libération d'Algérie. C'est un film qui retrace l'histoire de la mission du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, durant la guerre d'indépendance. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à midi. Amina Zahouf, très bon week-end à tous, je vous retrouve dimanche.